Bonjour Colette, Bonjour Joël. je suis heureuse d'être avec toi aujourd'hui pour te poser quelques questions dans le cadre du Salon du Livre des 3 et 4 février prochains. Tu seras présente, Oui, les 2 jours. oui, et nous aurons le plaisir de te voir avec Rosemary François pour parler de la collection Belgique. Peux-tu me parler de ton livre? Mais d'une part, j'aime beaucoup cette idée d'une collection de récits qui tourne autour de la Belgique, puisque c'est la règle, c'est qu'il faut que ça se passe en Belgique, que ça ait un lien avec la géographie, l'histoire de la Belgique. Donc quand Xavier m'a proposé d'en écrire un numéro, en quelque sorte, j'étais très contente. Alors j'ai articulé mes récits autour de l'enfance, autour des voyages en chemin de fer, des rencontres. J'ai classé au fond les récits. Il y a une part de vécu, une part de rêvé, comme toujours. Hein. Son écrit de soi est toujours fictif d'une certaine façon, parce qu'on a notre point de vue d'une situation. Mais pour moi, je ne fais pas de séparation entre vivre, lire et écrire. Ce que je lis nourrit ma vie. Ce que j'écris nourrit mon regard sur la vie. Ce que je lis m'aide aussi à écrire davantage, à être exigeante vis-à-vis de ce que je veux écrire. Donc, pour moi, vraiment, vivre, lire, écrire, c'est un seul verbe. Et donc, j'ai essayé, dans Belgique, de mélanger à la fois mes passions de la lecture, de l'écriture et de la vie et des rencontres. Dans le cas donc de la réalisation de ce livre, tu cherches ce qui est vécu, ou tu fais la différence entre ce qui est vécu et l'imaginaire. Est-ce que dans les autres écrits, tu vas plus sur la réalité des choses et de ta vie, en fait, finalement, de ton quotidien, ou autre chose? Ça dépend, hein, puisqu'en fait j'écris dans tous les genres. Hein. J'écris aussi bien la poésie que des essais. Par exemple, Célébration du quotidien, c'est certain que c'est très nourri du quotidien, de mon entourage, oui, de tout ce qui fait l'essentiel de mon existence. Mais je peux être capable d'inventer, tout à fait, j'ai beaucoup d'imagination, j'ai aucun mal. On me dit parfois, tu n'as jamais la page blanche, mais je ne sais pas ce que c'est que la page blanche. Je suis toujours fourmillante d'idées, de récits. Tu peux me mettre maintenant devant une feuille de papier ou devant un ordinateur. J'écris. Je pense qu'il y a en nous tellement d'effervescence et tellement de joie des rencontres, mais aussi de peine, de souffrance, de tout ce qu'on rate dans la vie, que ça nourrit l'écriture. Mais toute la difficulté, c'est que ce soit à la fois venant d'un être, mais suffisamment loin pour rejoindre l'autre. Il faut vraiment trouver le juste écart entre le moi, le je, et l'autre et tous les autres. Et donc trouver cette juste distance de part et d'autre. Si c'est trop près de moi, c'est anecdotique. Si c'est trop loin de moi, c'est anonyme. Et donc, c'est vraiment comme un pont. Je trouve que l'écriture, d'ailleurs le mot écriture est très révélateur. Ça commence par un « et », un peu comme on crie « et », ouh, tu es là. Il y a le cri d'appel, cri de joie, cri de peine, cri de plaisir, le « tu ». Même si on ne pense pas à quelqu'un spécialement, il y a toujours en arrière-pays le souci d'un autre qui peut-être le lira ou à qui on destine. Et le c'est le retravail perpétuel. Si on veut qu'un texte ait une forme, il faut arriver à sortir de l'informe, du spontané, pour trouver aussi ce juste équilibre entre ce qui est travaillé, mais pas travaillé au point d'être ésotérique ou sophistiqué. Donc c'est vraiment un travail, l'écriture. Et donc je trouve que ce mot écriture, qui n'a rien à voir avec l'étymologie, mais tout avec la fabrication du texte. Oui. Tu as reçu à un moment donné la demande de participer à un livre concernant le tour des enfants disparus. Oui, et en fait, c'était pas une demande, c'est plutôt un rêve. J'ai toujours rêvé de passer une nuit dans un musée. Et donc, quand j'ai eu l'autorisation d'aller dans le musée du folklore et des imaginaires, le MUFIM, j'avais à côté de moi une de mes amies qui est une spécialiste de la muséographie, puisqu'elle enseigne à la faculté de lettres à Arras. Et j'ai vu que ça lui donnait tellement envie, donc j'ai dit, et si on le faisait à nous deux? Donc nous avons passé vraiment 12 heures, de 20 heures à 8 heures du matin,
dans ce musée qui était donc à notre disposition. C'est une expérience extraordinaire d'entendre tous les bruits d'un musée la nuit, dehors, dedans, toutes les odeurs, tous les touchés. Et puis on a le temps, en 12 heures, de lire des tas de détails qui nous échappent, de déchiffrer les affiches, de lire les petits textes pour le tour des abandons. Il y a des textes concernant les enfants abandonnés, parfois 2 enfants qu'on nomme du même prénom. Il y a 2 Ursules, et l'une a un petit col de dentelle et l'autre a un mauvais bonnet. On voit que l'une vient d'un milieu sans doute aisé, mais a été abandonnée peut-être pour des raisons c'était peut-être une bâtarde. Et l'autre, c'est certainement un enfant abandonné parce qu'on n'a pas de quoi l'élever. Donc, c'est un reflet aussi d'une société à plusieurs vitesses. Donc, c'est un musée qui est basé sur le 19e siècle, la vie populaire, mais en même temps qui est ouvert à l'art contemporain, puisque Jacques Hilleg a invité une 50aine d'artistes contemporains à donner un écho d'une œuvre ancienne, ce qui à la fois actualise et donne un coup de jeune à un musée qui pourrait paraître vétuste, obsolète, poussiéreux. Non, nous avons eu beaucoup de bonheur de faire ça. Je passe à quelques autres questions concernant un peu tes humeurs, mais tu viens déjà en fait finalement de parler de tes humeurs, de tes aspirations, de l'imaginaire et autres. Mais en ce qui concerne l'écriture, lorsque tu as envie de passer à l'écriture, as-tu besoin d'isolement? Le premier jet, c'est n'importe où, aussi bien dans le train, dans le métro, que dans ma cuisine. J'ai toujours des choses qui me traversent, donc j'ai toujours de quoi écrire, griffonner. Mais comme mon écriture devient de plus en plus illisible, je passe très vite sur l'ordinateur. Et par exemple, cette pièce-ci, c'est la pièce où tous les matins, de 6h à 10h le matin, c'est vraiment mon lieu de retrait. Après, je suis prise par la vie courante, comme on dit, la vie qui court dans la rue. Mais j'ai besoin de calme au moment où j'élabore un texte. Mais le premier jet, c'est vraiment très spontané. Après, je retravaille énormément, je laisse reposer, je recommence. Puis quand on reçoit les épreuves d'un livre, il y a de nouveau un retravail. C'est vraiment comme de la cuisine, hein. Il y a les ingrédients. Les mots ont pour toi beaucoup d'importance. Ça, je le comprends. Est-ce que dans la vie actuelle, es-tu choquée de l'usage des SMS, par exemple, au quotidien? C'est différent. Je ne peux pas être opposée parce que c'est vrai que c'est très rapide pour indiquer l'heure du train où on va aller chercher un enfant, par exemple. Mais je suis toujours mal à l'aise quand on abîme les mots, quand on abîme la langue. Je suis très agacée, par exemple, par le franglais. J'aime beaucoup l'anglais, mais quand je parle anglais, c'est parler anglais. Mais pas... je trouve qu'il y a tant de mots. Par exemple, je déteste le mot challenge. Il y a le mot défi en français. Donc là, il y a un combat, et mes petits-enfants le savent bien, un combat pour ne pas nous laisser entièrement coloniser par le langage scientifique, technique, forcément anglo-saxon. Et justement, selon toi, que va devenir l'orthographe? Ouh, ça c'est une énorme question. Je pense que l'orthographe, elle a toujours évolué depuis quand on voit l'ancien français. Donc il ne faut pas non plus s'accrocher à l'emploi du passé composé, etc. Je trouve qu'il y a une rigueur, il faut que ça reste clair, mais ne pas devenir des idolâtres de formes anciennes. J'ai une autre question. Si tu n'étais pas un écrivain, enfin une écrivaine, que serais-tu? J'aurais aimé peindre et j'aurais aimé jouer d'un instrument de musique. Et dans une prochaine vie, c'est mon projet. Donc, si tu devais te réincarner... Oui, je pense que ce serait dans un arbre. Je trouve que c'est une des plus belles choses de la nature avec les nuages. Les formes changeantes des nuages et les mutations des arbres au gré des saisons. Oui, enfin, je suis très contente d'être une femme, ça va. Peut-être que je me réincarnerai dans une autre femme, oui, d'un autre pays. Ça ne pourrait pas être un animal? Un cheval, oui, parce que j'ai beaucoup aimé monter à cheval. Je suis fille de vétérinaire, donc j'ai fait beaucoup de randonnées avec des nuits à la belle étoile. Oui, j'aime beaucoup ça. Donc la nature t'inspire aussi? Elle fait partie de... Ah oui, c'est capital. Ça. Il faut que tous les jours,
j'ai un peu d'air frais, marcher dehors. Oui, pendant le Covid, j'ai marché énormément. Maintenant, je suis reprise par la vie quotidienne, mais j'ai besoin d'être en plein air, oui. De sentir le vent, la pluie, le soleil, moins au fond. Je ne suis pas du tout une idolâtre du soleil. Mais de la lumière, oui. La lumière, oui. Je pense à un poème de Jacotet qui se termine par « Bientôt, nous n'aurons plus besoin que de lumière ». C'est beau. Cherches-tu l'excellence? Je cherche la justesse surtout. J'aime bien ce mot juste. Ajuster, quand on a deux pièces qui sont bien ajustées pour que la charnière soit bonne. J'aime bien aussi d'essayer d'être exact. Il y a ce fameux proverbe aztèque qui dit que ta parole soit toujours exacte. Et aujourd'hui, il y a tellement de mensonges, de fausses nouvelles que trouver le mot juste, c'est être si possible en adéquation avec ce qu'on a l'intention de dire et ce que l'autre peut recevoir. C'est important, je trouve, d'être fidèle à la réalité en essayant d'ajuster les mots. C'est pas une question de faire beau, c'est pas ça, mais faire juste, oui. Est-ce que ta philosophie de pensée actuelle a toujours été similaire ou a-t-elle évolué avec le temps? Donc la sagesse, la gentillesse, la douceur, la compréhension, enfin tout ce qui fait partie de toi à l'heure actuelle. Je pense que j'ai été très marquée par le fait qu'à 7 ans, j'ai été complètement transplantée, puisque nos parents sont morts quand nous avions 7 ans, 4 ans et 2 ans. Et donc, j'ai été transférée dans une autre ville, une autre famille, une autre école. Et les enfants ont une capacité d'adaptation extraordinaire, hein. Et je pense que là, j'ai vraiment pris conscience qu'on pouvait survivre à beaucoup de choses, pour autant qu'on soit aimé vraiment par l'entourage, et que l'entourage ait confiance dans nos ressources. Et c'est ce que j'ai eu la chance de rencontrer. Des êtres aimants qui m'ont donné confiance dans la possibilité de surmonter cette aventure cruelle. Donc très tôt, tu as pu te rendre compte de la nécessité de cet amour. Exactement, exactement. Et de vouloir le rendre. Oui, et une confiance dans les ressources, ça m'a beaucoup aidé dans mon métier d'enseignante, par exemple, de ne jamais douter des ressources de quelqu'un. Oui. Mais merci. On a fait un petit tour de ta personnalité, de l'écrivaine que tu es, de la poétesse que tu es. J'aime mieux poète, hein, parce que poétesse, oui, ça me fait penser à pécheresse, traîtresse et tout ça. Ah oui, pas le côté négatif du S. Oui, je préfère un ou une poète. Oui. Ben, je suis d'accord avec toi. Oui. Excuse-moi, je dirais poétesse. Non, je dirais plus poétesse. Le langage évolue, justement, peut-être que l'orthographe... Non, j'aime bien une poète. C'est assez difficile, effectivement, de pouvoir concilier le féminin de certains mots avec les habitudes que nous avions d'utiliser. Je te remercie de nouveau pour d'avoir accepté cette interview. Au plaisir de te revoir à Tourner la page. C'est 3 et 4 février 2024. Merci. Un grand merci.